Bienvenue dans un autre épisode de Real Radio. Euh, toujours en train de mobiliser tous les moyens techniques, magiques. Magique, quand je dis magique, c'est que, comme je dis en anglais, il y a des gens qui m'aident à connect the dots et avoir des invités un peu spéciaux. Et technique parce que, bon, on essaie quand même de faire des entretiens à distance, malgré le Covid, malgré les challenges. Et aujourd'hui, c'est une émission... ben, ça fait longtemps que je cherche ce gars. Quand je dis je le cherche, c'est pas pour les embrouilles. Je le cherche pour lui parler. Et aujourd'hui dans l'émission, Kay Lumumba, comment tu vas? Ça va super. Et toi, Yves? Ça va, mec, tranquillement. Amir Maré, Amir, c'est Amir qui m'a filé le contact. Parce au Hmm. départ, je me suis dit, je vais essayer de faire un cold call, comme on dit, et envoyer un message un peu à l'anonyme. Mais Ah bon, non, comme là, tu as une superstar sans costard. Non, mais comme tu as une superstar t'es sans passé par costard. le contact à qui Oui, oui, je oui. peux jamais rien refuser. Voilà, voilà. Et donc, je lui ai dit, bon, hey, tu peux lui dire de me répondre, s'il te plaît. Il m'a dit, oui, il n'y a pas de souci. Bref, donc, Hmm. commençons déjà par les choses sérieuses. Une des nouvelles récentes, c'est la restitution d'une des dents de Patrice. Putain, Hmm. la légende. Euh, des réactions par rapport à ça? Bah écoute, surtout fier de mes parents, de mes oncles, de mes tantes, parce que c'est des combats qu'ils mènent depuis des décennies. C'est des combats de toute une vie. C'est-à-dire que c'est vrai que on est toute une génération et j'en suis fier à soutenir, à honorer les héros du continent. Mais quand on est membre de la famille, on a ce devoir d'aller plus loin et obtenir chaque fois comme ça des victoires, se battre pour des victoires. Et donc, la reconstitution des restes du corps de Patrice Lumumba était un combat très important. C'est pas terminé, il y a encore d'autres combats et voilà, les uns après les autres. Et voilà, et je te remercie de commencer par ça parce que il faut vraiment qu'un maximum de personnes soient au courant, Ben, qu'on lâche écoute, rien. non, on lâche rien. C'est jusqu'à la Mhm. mort, comme on dit. Et Mhm. bon, maintenant parlons un peu de toi, de ton parcours, de Totem Experience, à Dicom Days. Euh, comment tu te présenterais? Qui est Kay Lumumba? Alors, je me présenterai comme un entrepreneur, avant tout, un entrepreneur dont la vision et dans toutes mes entreprises passées, présentes ou futures, c'est vraiment de changer, en tout cas d'écrire l'histoire africaine à ma manière. Quand je dis écrire, ça veut dire via l'action. C'est pas se mettre un stylo et juste écrire. C'est vraiment dans l'action, réaliser des choses, avoir un impact, créer de la richesse et inspirer à créer de la richesse. Donc, avoir de l'impact, pour moi, c'est vraiment ça. C'est faire quelque chose et inspirer les gens à en faire autant. Donc, je me définis comme un entrepreneur qui a décidé en fait de tracer sa route en utilisant les outils les plus modernes, donc le digital, et qui met son énergie au service du continent africain. Ça, c'est le deuxième point commun. C'est à tous les projets. C'est vraiment une vision panafricaine, panafricaine. Donc voilà, si je devais me présenter en tant qu'être humain, même si c'est déjà très lié à l'aspect business, mais je sais qu'on va y revenir plus tard, donc je reste un peu général. Ben, en fait, tout ce que tu as dit est incorporé dans ma première question. Comment tu vois l'entrepreneuriat en Afrique? En Afrique. Comment, quelle est ta perspective, quelle est ton opinion quelles sont tes perspectives par rapport à l'entrepreneuriat en Afrique? En fait, je pense
Un jour, il y a un entrepreneur au Ghana avec qui je discutais et qui m'a dit que, enfin, je lui demandais si, enfin, comment il se sentait du fait que sa boîte était dans la santé, donc lui, il avait un impact social. Euh, et il y a d'autres sociétés qui avaient pas, qui n'étaient pas forcément dans des, enfin, qui vendaient des produits. Donc voilà, pour moi, ils n'étaient pas forcément dans l'impact social, etc. Et il m'a fait une réponse en me disant, donc c'est Greg de M Pharma qui a levé beaucoup de sous d'ailleurs. C'est une grosse success story au Ghana qui me disait, tu sais, en fait, quel que soit le secteur dans lequel tu es en Afrique, quand tu es entrepreneur, tu as forcément un impact social. Parce qu'à partir du moment où tu crées un emploi, en fait, tu es d'une famille. Et ça résonne en moi. Ça résonne en moi parce que c'est mon moteur aujourd'hui. Quand j'embauche une personne, aujourd'hui on est près de 25, euh, je sais très bien, je suis conscient que cette personne va avoir une partie de son salaire qui va partir pour aider tel cousin, tel parent, tel oncle, tel papa, tel voilà. Et donc, c'est ça le rôle qu'ont les entrepreneurs aujourd'hui en Afrique, c'est-à-dire bien sûr être épanoui et donc accomplir sa vision, mais c'est aussi être bien conscient dans l'environnement et bien conscient en fait que qu'en plus d'accomplir sa propre vision, en construisant une grosse entreprise, on a un impact social sur beaucoup de familles. Tu as fait mention du panafricanisme enfin, quand tu t'es présenté. Euh, quel rôle joue le panafricanisme dans l'entrepreneuriat en Afrique? Et quand je dis panafricanisme, je parle non seulement, bien sûr, disons, de la diaspora plus immédiate africaine, donc les Africains qui vivent à l'étranger, mais je compte aussi, par exemple, les Noirs américains, les Noirs des Caraïbes et tout ça. Euh, Font-ils partie déjà de ta définition du panafricanisme? Et si oui, quel rôle, enfin, comment ça se structure? Alors, c'est très intéressant parce que c'est vrai que la première idée quand on parle panafricanisme, on parle voilà, des pays africains. Et là, si c'était que ça, que là-dessus la question, je dirais que malheureusement, je trouve que c'est pas assez développé pour plusieurs raisons. Déjà, ça coûte extrêmement cher de voyager d'un pays africain à un autre. Ça, c'est un gros paradoxe. Parfois, ça coûte beaucoup moins cher d'aller aux États-Unis ou en France plutôt que d'aller dans un autre pays africain qui n'est pas si loin. Donc, ça freine beaucoup de choses. On a des problématiques de visa, de pays à un autre. Donc, euh, nos, nos cercles économiques ne sont pas super, on va dire, efficients en termes d'organisation pour favoriser l'entrepreneuriat entre nous. Bien sûr, après, les grosses industries arrivent hein, dans tout ce qui est comment dire, construction, notamment, ce genre de choses. Maintenant, tu as élargi la question au-delà de l'Afrique, panafricanisme, cette définition-là. Moi, j'aime bien l'idée de dire que on peut parler d'Afrique, on peut investir sur l'Afrique, on peut travailler sur l'Afrique avec des Africains et des personnes amoureuses de l'Afrique. C'est-à-dire que euh, la diaspora, qu'elle soit en Europe ou sur le continent américain, est totalement légitime pour s'intéresser bien sûr à la question africaine. Mais moi, je n'ai pas de mal à élargir. J'ai eu des partenaires vraiment très impliqués sur le sujet Afrique sans être africain en tant que tel, ni afro-descendant. Le panafricanisme, pour moi, euh, c'est quoi? C'est en fait être suffisamment fort, mais pas être fort juste entre nous. C'est-à-dire, en fait, c'est être fort, être suffisamment fort pour que quand on arrive à la table de discussion avec les autres communautés du monde, on a également, en fait, un poids
Tu vois, l'idée, c'est pas en fait, tu te fais pas une place dans le monde, je pense, en te recentrant sur toi-même. Tu te fais une place dans le monde en te construisant ta communauté, en l'empower, comme on dit chez vous. Hey! Et ensuite, bon, il faut placer un peu d'anglais, comme tu as Oui, je vois. Brooklyn. Bon, voilà. Oui. Vas-y, il n'y a pas de souci. Ok, donc en l'empower et vraiment en étant du coup suffisamment crédible, puissant, intelligent pour venir maintenant avoir une opinion qui a du poids. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'est même pas invité à cette table. Tu vois, c'est ça le problème. Et du coup, c'est pour ça que je crois beaucoup à la création de richesse, parce que malheureusement, on est dans un monde où le poids, le leverage vient aussi de cette force économique qu'on, qu'il faut structurer, quoi. Est-ce que les entrepreneurs que tu côtoies en Afrique ont cette conscience, la même conscience que tu viens de décrire? C'est-à-dire, est-ce qu'ils voient, bon, bien sûr, ils ont un immédiat par rapport à leur entrepreneuriat, c'est-à-dire monter un business et avoir des parts de marché. Mais est-ce que au plus large, ils sentent ou ils ont une vision panafricaniste aussi, ou c'est un truc à développer? C'est très difficile de répondre, comme bien sûr, je ne connais pas tous les entrepreneurs. Ceux que je côtoie sont jeunes comme moi. Du coup, c'est difficile, même si ils en parlent pas maintenant, c'est difficile de leur en vouloir parce que c'est tellement dur déjà de gérer au quotidien, de structurer son business, de survivre, de faire face aux contraintes. Euh, qu'elles soient liées à l'entrepreneuriat en général ou liées au contexte local. Voilà, il y a beaucoup de choses à gérer. Donc, je ne leur en veux pas s'ils n'ont pas cette vision-là. Par contre, on peut se poser la question sur nos aînés. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous laisse la génération d'au-dessus en termes de vision? Donc, en termes d'entrepreneuriat en Afrique. Et là, moi, c'est un vrai sujet pour moi. C'est le sujet de tout ce qui est mentorship. Je pense que tu sais, en Afrique, on a un peu ce côté, quand tu réussis, bon, reste dans ton coin, ne dis pas Oui, oui, oui. trop. Faut pas te donner tous les secrets. Quand on dit tu as réussi, on dit bon, on essaye, ça va un peu, tout ça. Donc, on essaie, voilà, on dit pas trop. Et je pense Exact. que ça, malheureusement, quand tu veux parler de, on est en train de parler d'un mouvement et c'est très intéressant comme discussion. On est en train d'essayer de faire un lien entre entrepreneuriat et panafricanisme au sens large, dans un contexte où on sait, il y a quelques mois, on a eu en plus des appels au support Black Business, etc. Ouais. Mais quand tu regardes, c'est difficile d'obtenir des blueprints, comme on dit, Mhm. des conseils de plus aînés qui ont vraiment réussi, à moins de les connaître dans l'intimité, voilà, ou c'est l'oncle de quelqu'un qui peut te recevoir, etc. Donc, donc ça, voilà, donc c'est difficile. C'est-à-dire que la vision a beau être là, moi j'essaie d'analyser en fait les faits. Tu vois, c'est qu'est-ce qui se passe dans les faits. Dans les faits, c'est que la, la passation d'informations entre les générations, elle est parfois difficile. Ceci dit, je pense que ce n'est pas que une envie de se cacher, puisqu'il y a aussi des personnes de la génération donc précédente qui se prêtent un peu au jeu, un peu plus au jeu de technologie, de prise de parole sur les réseaux, qui viennent dans les conférences, etc., etc. Mais je pense que on pourrait vraiment gagner à avoir plus de partage d'expérience. Parce qu'il faut savoir, c'est que que ce soit les Zuckerberg et autres,
toutes les personnes, la success story de la jeunesse américaine, c'est des personnes qui ont des mentors qui ont réussi 15-20 ans avant eux. C'est des personnes qui, s'ils ont des questions qui se posent, s'ils ont une difficulté à recadrer leur vision, ils passent un coup de fil à leur mentor qui souhaite les voir réussir. Et donc, ça, cette construction, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est intéressant l'argument que tu me poses parce que la dernière fois que j'étais à Cotonou, j'ai animé une discussion avec des jeunes Noirs américains qui visitaient l'Afrique de l'Ouest pour la première fois, peut-être pour une deuxième fois, mais la majorité d'entre eux, c'était leur première fois. Et un truc aussi qui se passe ici, quand je dis ici, c'est aux États-Unis en général, c'est que il y a quand même récemment, quand je dis récemment, c'est pas nécessairement aujourd'hui, mais disons dans les 10 dernières années, il y a une prise de conscience des Noirs américains sur les réalités en Afrique et les opportunités en Afrique, la découverte de l'Afrique. Ils sont devenus plus curieux, si tu veux. Et je trouve que le pont sur, disons, notre génération, peut-être même un peu plus jeune, est déjà établi. C'est-à-dire qu'ils ont la curiosité est là, ils aimeraient bien y aller, visiter, etc., etc. Et c'est intéressant que tu poses l'argument de la génération précédente qui, pour le coup, n'a pas, quand je dis précédente, c'est en Afrique, qui pour le coup, n'a pas eu l'instinct de ce partage de connaissances. Et donc, tu penses que c'est un handicap, malgré le fait que les générations plus jeunes sont déjà prêtes à créer des ponts et à construire ou à commencer des conversations, ou comment tu vois ça? Ouais, je le vois comme un handicap. Alors, le mot est peut-être un peu fort, je ne sais pas, Oh, c'est bon! mais ce que je veux dire, c'est que créer les ponts, c'est essentiel. Maintenant, ce que j'ai appris, c'est que c'est les générations des parents, etc., en tout cas des personnes qu'on peut rencontrer, en tout cas, si on les rencontre de manière posée, si on va vers ces personnes, elles ne vous fuient pas forcément. Elles peuvent être à l'écoute, en fait, si vous êtes sérieux. Je pense que peut-être qu'aussi que beaucoup de gens non sérieux ont gravité autour d'eux. Et puis, du coup, il y a cette histoire à un certain âge, on veut plus se fatiguer avec des gens qui ne sont pas forcément sérieux. Donc, si tu es entrepreneur, que tu estimes être sérieux, que tu estimes mériter des conseils d'entrepreneurs de la génération précédente, je pense qu'il faut aller vers eux. Prends un abonnement premium LinkedIn s'ils sont dessus. Va aux événements dans lesquels tu peux les trouver, dans les hôtels où ils sont, etc. Et puis avoir l'humilité de dire, voilà, moi je cherche un mentor. Ils savent ce que c'est. Ils savent ce que c'est. Ils savent ce que c'est et je pense qu'ils peuvent vraiment jouer ce rôle-là. Mais c'est vrai que je disais qu'on y gagnerait encore plus si les têtes d'affiche vraiment dont tout le monde parle s'exprimaient un peu plus pour nous inspirer. Je ne sais pas si tu suis beaucoup de contenu inspirationnel, entrepreneurial sur YouTube par exemple, mais c'est toujours de États-Unis. Bon, maintenant, il y a un peu plus de France, mais voilà, c'est toujours États-Unis, États-Unis, États-Unis. On a besoin aussi de role model ici en Afrique. En effet. Bon, écoute, je pense aussi que ça fait partie de la culture américaine de parler de leurs success stories, comme ils disent. C'est plus, disons que c'est plus imprégné dans la mentalité américaine de dire oui, voilà, moi ce que j'ai fait, j'ai réussi et j'ai réussi à accomplir telle ou telle chose. Et en plus, bon, soi-disant pour de l'inspiration, oui, peut-être, mais il y a aussi, ça fait partie aussi
Il y a un intérêt financier parfois aussi. Exactement. Oui, Et puis, bien ça fait sûr. partie aussi je connais pas le mot en français, mais en anglais, ils disent bullhorn, de l'État américain, si tu veux. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'ils se projettent aussi dans le monde. C'est une des méthodes utilisées. Hmm. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est le fait d'avoir des mentors, d'avoir des références est un atout indispensable. Mais tu vois, ça me fait penser, j'ai discuté il y a quelques jours avec un ami qui me disait que euh, pour lui, ce dont la jeunesse africaine avait le plus besoin, c'est de héros. Donc, tu as commencé l'entretien en parlant de mon grand-père et je pense que c'est parce que voilà, c'est un parcours qui te touche. Mais ce qu'il faut qu'on ait à l'esprit, c'est que toi, Yves, il y a des gens dans ton entourage qui te voient comme leur héros, que ce soit au Bénin ou ailleurs. Moi, Pas pareil. encore, j'ai rien fait encore. Non, mais il faut vraiment pas, non, il faut pas sous-estimer ça. Il faut pas sous-estimer ça. C'est que, en fait, il y a parfois un neveu, un cousin, etc. Il y a quelqu'un qui regarde et qui est impressionné par un parcours. Et donc, du coup, l'idée, c'est que cette responsabilité, je pense qu'il faut être conscient qu'on l'a quelque part, qu'on l'a et que du coup, on doit être irréprochable parce que tu ne sais jamais qui tu es en train d'inspirer. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est juste pour atténuer, parce qu'on dit aux plus âgés, ouais, il faudrait plus partager, etc. Mais nous aussi, soyons déjà conscients qu'il y a des jeunes frères et sœurs qui nous observent. Tout à fait. Bon, en parlant des jeunes frères et sœurs qui observent et des héros, parlons de Totem Expérience. Mhm. Donc, monsieur Totem Expérience, qu'est-ce, comment, enfin, moi, j'ai une impression de ce que c'est, mais comment est-ce que tu présenterais Totem Expérience? Donc, Totem Experience, c'est la structure que j'ai donc cofondée il y a 7 ans maintenant. Donc, la vision, en fait, elle est très claire. La vision, c'est d'être vraiment premier sur la créativité digitale en Afrique. Donc, ça commence par l'Afrique francophone. Donc, créativité digitale, c'est tout ce qui va être communication digitale. Euh, on travaille aujourd'hui avec des groupes internationaux qui ont de gros intérêts en Afrique. Donc, dans les télécoms, dans la banque, dans le food, dans l'alimentaire. On a vraiment, en fait, tous ces clients-là euh, qu'on aide à capter l'attention de leur cible, donc la jeunesse africaine, sur les réseaux sociaux, en créant un contenu captivant, en racontant des histoires captivantes euh, avant de passer les messages commerciaux. Donc, en fait, nous, on est, notre point fort, c'est vraiment le storytelling. C'est placer les produits, les marques dans des contextes humoristiques, pédagogiques, informatifs, parce que tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une étude Yahoo, d'ailleurs, qui dit 86% des personnes qui vont sur Internet, ils vont soit pour s'informer, soit pour s'amuser, soit pour apprendre quelque chose. Donc, du coup, quand vous êtes une marque et que vous voulez communiquer sur les réseaux sociaux, vous serez plus inspiré de réaliser un contenu dans ce sens, plutôt que d'essayer juste de faire une pub. Donc, on parle à l'être humain derrière son écran. Donc, on profite d'une montée en puissance de ces outils tellement puissants. Voilà, il y a 100 ans, on était sur la radio, après on a eu la télé, puis on a eu Internet, Internet dans les ordi, maintenant on a Internet dans le téléphone, les gens ont plusieurs téléphones. Et en fait, c'est là, c'est où se trouve l'attention des gens. Eh ben nous, on va essayer d'aller capter leur attention. Donc c'est ça toute une expérience. Notre mission, c'est de booster et développer la créativité digitale en Afrique. On a un bureau à Paris, un bureau à Abidjan, un bureau à Conakry. Et je suis aussi représenté au Bénin. Et du coup, on réalise des projets dans une dizaine de pays d'Afrique francophone, mais également le Ghana.
Et voilà, c'est vraiment une aventure qui a, qui a beaucoup évolué parce qu'en termes de business model, on a pas mal tâté au départ avant de trouver le bon. Mais maintenant, voilà, on est sûr de notre vision, on est sûr de notre mission. On a des contrats annuels, on a des campagnes. Donc, voilà, c'est une belle aventure. Comment ça se passe avec le taux de connectivité en Afrique en général, il est assez bas. Connectivité, quand je parle d'Internet. Euh, Mhm. bon, il y a beaucoup il y a beaucoup il y a beaucoup d'espace pour s'améliorer, disons. Oui, bien Je pense qu'il est sûr. à peu près à 13% ou un truc comme ça. Et Ouais, donc, comment, alors, c'est un pari risqué, non? ah Ou non, non? c'est relatif. Alors, c'est marrant que tu parles de. Non, mais c'est très intéressant parce qu'en fait, là où certains vont voir le verre à moitié vide, moi, je vais voir l'opportunité. Je vais dire, mais t'imagines si parce qu'il faut voir à quelle vitesse ça accélère. C'est 13%, puis 15, puis 17, puis 21. En fait, il faut être là parce que d'un jour ou l'autre, tout va exploser en termes de digital. Aujourd'hui, on a déjà une façon d'identifier un peu ce que ça va donner parce que dans les capitales, le taux de connectivité est quand même assez intéressant. On commence voilà, dans une ville comme à Abidjan, je ne sais plus à combien on est, bon, c'est pas non plus dingue, hein, on est peut-être à 60, 70, je ne sais pas, sur Abidjan, mais c'est vrai que dès qu'on sort d'Abidjan, on est sur du 20% de taux de connectivité. Mais il faut quand même se rendre compte que les États travaillent sur les infrastructures, la fibre, Internet, etc. Donc, il y a de plus en plus de personnes connectées. Et l'idée, c'est de vraiment maîtriser les codes parce qu'aujourd'hui, je me demande si on ne peut pas se dire que voilà, quand on ne maîtrise pas les codes même du digital, de l'informatique, ça va devenir un peu comme l'illettrisme il y a 20 ans, quoi. Donc, du coup, c'est aussi l'idée derrière Adicom. C'est vrai qu'on fait des campagnes et puis on lance une activité de formation, l'Adicom Academy, pour justement donner des outils à un maximum de personnes pour comprendre ce nouveau monde et ne surtout pas être largué. Donc, moi, je parlerais vraiment plutôt d'opportunités plutôt que de risques dans ce cas-là. Mais tu as mentionné Adicom. Parlons de Adicom Days. Ouais. C'est une série de conférences, si j'ai bien compris. Yes. Alors, en Adicom, donc, quelques années après avoir lancé l'agence, donc on a lancé l'agence en 2014 et 3 ans après, donc en 2017, on a lancé Adicom Days, qui veut dire Africa Digital Communication. Donc là, la vision, elle était on s'est rendu compte qu'on était sur un secteur naissant. On s'est rendu compte que les marques passaient leur temps à chercher des personnes créatives, et qui avaient beaucoup d'impact sur les réseaux sociaux, donc les influenceurs. On s'est rendu compte que les influenceurs que nous, on connaissait tous, recherchaient beaucoup à travailler avec les marques. Du coup, il nous est apparu comme une opportunité de créer une plateforme physique cette fois, où se réuniraient à la fois les brand managers de toutes ces marques-là. Donc, vous savez, tout le monde qui est là, Canal+, L'Oréal, TV5, Orange, Unilever, voilà, toutes ces marques sont présentes. Et de l'autre, on fait venir également les personnalités les plus créatives du digital africain. On fait également venir les agences de communication digitale du continent. Et là, vous vous retrouvez dans une bulle, dans une aventure qui en est donc à 3 éditions. La quatrième édition aura lieu cette fois, par contre, 100% en ligne les 22 et 23 octobre. Mais les 3 premières éditions, donc la première édition a eu lieu à Paris et les 2 autres ont eu lieu à Abidjan. Et chaque fois avec une montée en puissance,
puisqu'on a également développé une cérémonie à la fin de l'événement où les meilleurs influenceurs sont récompensés par un jury. Donc, c'est vraiment l'idée de valoriser cette jeunesse créative et de faire vraiment un rendez-vous pour découvrir, analyser la créativité digitale africaine. Donc, c'est de là que Adicom c'est ça l'aventure Adicom. Et aujourd'hui, c'est une communauté. C'est une communauté qui, comme je le disais, est également nourrie, entre guillemets, à l'année avec l'Adicom Academy. Donc, l'Adicom Academy, c'est en fait une mise à disposition de notre réseau d'experts à ceux qui veulent apprendre. Donc, ce sont des formations qui peuvent être déclenchées pendant l'année, tandis que l'événement, lui, a lieu une fois par an. Écoute, par rapport à cet événement, par rapport à Totem Experience, au fait de pouvoir connecter, comme tu parles d'influenceurs ou ceux qui ont un poids euh, en Afrique avec que ce soit de grandes compagnies ou d'autres, euh, est-ce qu'il y a un souci, est-ce qu'il y a un souci de maintenir un certain contrôle en anglais, ils disent control your narrative. Je ne sais pas s'il y a une version française de ça, c'est-à-dire la plupart du temps, ce qui se passe, particulièrement, je peux parler des États-Unis, c'est que on se dissout dans la masse. Quand je dis on se dissout, les particularités ou une histoire quelconque ou importante se dissout dans la masse au profit d'eux. Et donc, est-ce un souci en Afrique par rapport à ces grandes marques qui, bien sûr, cherchent une part de marché ou agrandir leur part de marché en se connectant avec des boîtes de conseil ou des entreprises digitales ou des influenceurs. Mais est-ce que dans tout ça, il y aura une certaine dissolution de la culture africaine ou une culture. Quand je dis la culture africaine, c'est même pas. Est-ce que il y a plusieurs cultures africaines, mais une culture quelconque en Afrique. Est-ce que c'est un truc auquel tu réfléchis ou comment tu vois ça? C'est-à-dire que si je reformule bien, tu te demandes si le fait que ce soit des groupes internationaux, est-ce que ça vient pas dénaturer la créativité qui s'associe avec des influenceurs africains? Est-ce que ça vient pas dénaturer leur pensée de base, leur travail? Exact, C'est ça? exact. Alors, je me suis jamais vraiment posé la question comme ça parce que euh, ce sont ces marques-là, américaines, européennes et autres, qui ont besoin, de comprendre l'Afrique et pas l'inverse. Eux, les créatifs, on leur demande pas de changer leur façon d'être, leur façon de faire, parce qu'on vient les chercher pour ça. Par contre, je rectifie un point, j'ai dit on leur demande pas de changer leur façon de faire. Bon, on leur demande quand même, au niveau de la qualité du contenu, là pour le coup, d'être au niveau vraiment le plus possible au niveau de ce que ces sociétés-là ont l'habitude d'avoir sur les autres continents. Ça, c'est super, super important. Parce qu'après, ces gens, ils vont aller se fâcher sur Twitter, on ne respecte pas, blablabla. Bla, bla, bla. Mais tu fais les mêmes vidéos depuis 7 ans, le son est bizarre, etc., etc. Donc, ceux qui comprennent ça, ça marche Pourquoi très, tu très parles de bien moi pour comme eux. ça? Laisse-moi vivre. Ah bon? Non, je t'embête. Je vais aller voir ton Twitter, là. Donc voilà, c'est ça. Ceux qui comprennent ça, ça se passe très bien pour eux. Ils ne changent pas du tout leur message. On leur demande juste d'être aux normes internationales quand il s'agit de la qualité. Mais c'est vraiment ce qui se passe dans l'esprit du créatif qui prédomine. Alors, bien sûr, il va y avoir des contrôles sur les tenues, peut-être,
les tenues ou le langage, pas de langage choquant. Enfin, mais ça, je pense que c'est classique à toutes les campagnes de communication dans le monde entier, de toute façon. Et pourquoi se concentrer sur l'Afrique francophone? Ou est-ce qu'il y a Euh, même une concentration sur l'Afrique francophone? Par contre, je sais que tu as parlé de contact ou de projet au Ghana. Ghana, mais comment tu vois Mhm. ça? Alors, en fait, c'est déjà très grand. C'est déjà très grand. En effet. Je pense, tu vois, j'ai envie de dire step by step. Il y en a qui se concentrent aussi que sur un seul pays. C'est très, très bien. Euh, non, je dirais que c'est la, voilà, il faut tisser sa toile. Je pense que même les entreprises qui sont aux États-Unis, qui commencent à New York, ben, commencent par essayer de travailler sur la côte Est avant de, je sais pas, avant d'aller à la côte Ouest. Pareil à Paris, ils essayent de cadrer Paris, puis après ils vont en province. Je pense que c'est la suite logique des choses. On est juste des humains. On peut pas aller aussi, on peut pas aller plus vite. L'Afrique anglophone, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'ai la chance d'aller au Ghana. J'espère aller au Nigeria l'année prochaine. Et chaque fois à DICOM, on fait en sorte d'avoir des invités d'Afrique anglophone justement pour commencer à créer les ponts parce que c'est une volonté à la fois professionnelle mais aussi personnelle de créer les ponts entre l'Afrique anglophone et francophone, d'autant plus que je pense que pour l'Afrique francophone, les rôles modèles, l'inspiration peut vraiment venir de voisins et qu'il n'y a pas forcément besoin de regarder loin là-bas à Los Angeles ou je sais pas à Strasbourg quand tu as des modèles de réussite assez impressionnants en Afrique du Sud, au Nigeria, au Ghana. Donc, euh, donc voilà. Voilà, pour l'Afrique anglophone, c'est ce que j'ai envie de dire. Pas de complexe par rapport à l'Afrique anglophone. Beaucoup de bienveillance, j'aime beaucoup. Mais voilà, là après, tu vois, c'est l'histoire qui parle. Hein. Je suis aussi le produit de l'Afrique francophone. Tu vois comment tu as pu me contacter. On s'est contacté en à peine 2 messages. Ouais. Parce que on devient de plus en plus cette génération-là, et c'est ce qui est intéressant aussi, un petit village. Tu as toujours un pote qui a étudié avec un tel, soit au Canada, soit en Europe, soit... Et donc, du coup, j'essaie déjà de capitaliser sur cette connexion, sur ce réseau d'Afrique francophone, tout en observant les opportunités de l'autre côté. Une des dernières questions que je veux te poser avant de conclure, une des vidéos récentes que tu as fait sur Entrepreneur State of Mind, tu as parlé de Un The peu de Last pub, oui, Dance. c'est ma chaîne YouTube. Oui. N'hésitez pas à vous abonner. Et donc, tu as fait, euh, enfin, à partir, basé sur la série The Last Dance des Chicago Bulls, Hmm. euh, tu as fait le lien avec l'entrepreneuriat. Mais ma question, c'est, est-ce que tu joues même au basket? Et quel est le niveau? Ah, non, non. Alors là, non. Moi, je suis un footeur. Je suis un footeur. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que la majorité des Béninois que je connais, ils sont tous à fond basket. Je ne C'est sais pas ça, mon gars. d'où ça vous vient, je ne sais Non, pas. non. Le Mais foot, on a moi, oublié. je ne sais pas, mais pourtant, il y a les écureuils, bon, tout ça. Bon, le nom ne nous fait pas honneur, C'est pour mais ça c'est que je nous. l'ai dit. Mais non, vraiment, moi, je suis très, très foot. Par contre, j'admire beaucoup dans le sport de haut niveau, enfin, les sportifs de haut niveau, parce qu'en termes de mentalité, je trouve que c'est vachement, vachement inspirant. La manière dont les coachs travaillent, dont les meilleurs joueurs réfléchissent, etc. Mais voilà. Par contre, si tu veux jouer au foot, ça, c'est à tout moment. Oh, on ne turn down aucun challenge. So I'm ready. D'accord. Ok, ça va aller. Et bon, ben, écoute, pour ceux qui nous écoutent, partage. Je sais que vous êtes présent sur les réseaux sociaux
toi et Totem ainsi que Adicom. Donc, n'hésite pas à partager ça. Et aussi, si tu veux lâcher une petite pub pour Adicom Days le mois prochain, vas-y. Ok, super. Donc, les réseaux, donc moi, c'est Kaintoula61 partout, ouais, Kaï Lumumba partout. Et donc, Totem Experience aussi sur tous les réseaux. Et donc, Adicom Days, effectivement, a lieu les 22 et 23 octobre en direct live sur Facebook. La première journée, vous aurez des conférenciers. Il y aura vraiment du lourd. Il y aura des gens de Google sur l'intelligence artificielle. Il y aura des gens de Facebook sur comment on appelle ça, policies, public, tout ce qui est sécurité des données, ce genre de choses. On aura la créatrice Sarah Diouf qui a habillé Beyoncé. Donc, la première journée, on va vraiment se focaliser sur le futur de la communication digitale en Afrique. On va avoir des gens de TikTok qui seront là. Donc, vraiment du lourd. Et le lendemain, en soirée, on va faire les Adicom Awards. Donc, on va récompenser les meilleurs créateurs de contenu du continent avec un focus sur les micro-influenceurs. On va vraiment aller dégoter la nouvelle génération de créateurs de contenu et on va faire voilà, le spectacle sera en ligne avec voilà, des petites surprises à l'intérieur, mais vraiment faire découvrir cette jeunesse créative. J'espère vraiment qu'il y aura un maximum de monde au rendez-vous. Et puis voilà, quoi. Écoute, Kai, merci d'être venu. Et, merci à toi, merci à ce podcast et surtout de prendre le temps parce que c'est vraiment à travers moi j'adore les conversations de qualité. Ça aurait pu durer encore longtemps. Et je pense que ce que tu fais doit inspirer. Alors peut-être pas les gens à faire des podcasts parce que il faut beaucoup de patience, d'énergie. Je pense pas que tout le monde l'ait. Mais en tout cas, essayez d'identifier dans votre entourage des gens avec qui vous voulez avoir des discussions de qualité. Essayez pas forcément de toujours avoir les 10, 15 personnes en même temps. Juste une personne, un déjeuner, une discussion, 30 minutes, 45 minutes. Ça peut vraiment, vraiment, vraiment débloquer des choses dans chaque personne. Et c'est ce qui nous permet d'aller loin. C'est vraiment ces échanges-là qui nous permettent d'avancer. Et je te dis la vérité, je pense qu'en vérité, le role model, c'est toi. Donc, quand tu parlais de role model, parce que, écoute, ça fait quand même, moi, je te connais par personne interposée, si tu veux, comme j'ai plein de gars autour de moi qui, soit ils te connaissent directement, soit ils ont travaillé avec toi. Et en plus, moi-même, je te suis, tu vois, donc je vois un peu les moves. Et pour moi, c'est un honneur déjà de te parler. Et en même temps, je sais que les traces que tu vas laisser sont indélébiles, donc il n'y a pas de souci. C'est là jusqu'à la fin. Inch'Allah. Ouais, c'est Dieu qui sait, frère. Pour ça. Donc, voilà. God's plan. Exactement. En attendant notre rencontre en personne, je vais m'entraîner à faire des petits ponts. Donc, dès que je te vois, je te fais un petit. Oui. OK.